Vendredi 29 novembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une des actualités de ce jour, le débat d'aujourd'hui a été la première occasion pour les candidats à la mairie de la commune urbaine d'Antananarivo de rencontrer et d'écouter les employés de la dite commune par le biais du syndicat SMCAR et Dunaka Funanalake 2024 a réuni 6 sur les 7 candidats à la mairie, dont Arilal Ramanantsu, un candidat a été absent aujourd'hui. Plus de détails avec Natera Koutmaouf et Nzar Ranjiansou. Le débat a permis aux candidats de mettre à la connaissance de tous et de partager leur vision et leur programme. C'est aussi une étape à passer lors d'une campagne électorale. Pour aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2024, le Dunaka Funanalake a été un débat initié par le SMCAR ou le syndicat des employés de la commune d'Antananarivo, conjointement avec la fondation Friedrich Ebert Stiftung et l'ILTP, qui s'est tenue à l'hôtel de ville d'Antananarivo. C'est une occasion de rencontre entre les candidats à la mairie d'Antananarivo et les employés de la commune par le biais du syndicat SMCAR. C'est aussi l'occasion de discuter et de comparer les programmes et les valeurs de chacun des candidats en lice. L'objectif du Dunaka Funanalake est aussi de transformer les rêves en visions et défis pour la capitale Antananarivo. 6 des 7 candidats au poste de maire d'Antananarivo ont participé au débat. Parmi les personnes présentes, la seule femme en lice, la candidate Arilal Ramanantsu, qui est la candidate à la mairie présentée par le parti Irmar. Ces quelques jours de début de campagne ont démontré que la candidate Arilal Ramanantsu est une femme qui défend ses principes et qui a une vision forte, réalisable et palpable pour Antananarivo, selon la majorité des opinions. Une vision qui sera discutée lors de ce débat. Ces programmes s'appuient également sur des aspects sociaux qui offrent davantage d'opportunités aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables. La candidate Arilal Ramanantsu a été également présidente de la délégation spéciale d'Antananarivo pendant 3 mois, donc elle s'est déjà imprégnée de l'administration de la ville d'Antananarivo et connaît les maux de la population des 6 arrondissements de la capitale depuis ces 10 jours de campagne, car la candidate a déjà sillonné les ruelles et les fukuntanes de la capitale pour voir les situations de ces quartiers et d'écouter les doléances de la population. À noter que le candidat du parti Team n'a pas répondu à l'appel du SMCAR aujourd'hui. Le débat sera suivi dans son intégralité sur la page Facebook de FES Madagascar le 1er décembre à 19h. Ensuite, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, Georges Alexandre Marie, a été nommé il y a environ une semaine. Le président de la République attend des résultats palpables dans la gestion de la commune, bien que cette fonction ne lui est attribuée que pour peu de temps. Antananarivo propre, habitable, paisible et bien géré est l'objectif de l'administration de la commune, affirme le PDS. Reportage de Mirvulat Sfiran. Selon le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, Georges Alexandre, lors de sa prise de fonction, la priorité est donnée à la réhabilitation des rues, surtout en cette saison estivale. Certaines ont été déjà achevées à plusieurs endroits et plusieurs points noirs feront encore l'objet de bitumage. L'objectif est de maintenir la fluidité du transport et d'éviter d'autres dommages d'après ce nouveau PDS. Par ailleurs, l'assainissement de la ville est également une tâche réalisée par la commune d'Antananarivo et le PDS a souligné que ce n'est pas l'eau de la Jirama qui est utilisée pour nettoyer la ville, mais l'eau prélevée de l'Ikoup et d'Anjan Bevav. Selon le PDS, le volet social des employés de la commune est également une priorité. La politique du PDS est qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à des prestataires pour effectuer le travail qui devrait être effectué par les employés de la commune. Il a également indiqué que l'accélération de la mise en œuvre de ces travaux prioritaires est nécessaire du fait que le président de la République attend de lui des résultats concrets. Toujours dans ce même contexte, les déchets s'amoncellent ces derniers temps dans la ville d'Antirabé. Le problème réside sur le déblocage du budget nécessaire pour l'achat du carburant, car selon la loi, le maire par intérim ne peut pas signer ce déblocage du fait qu'il n'est pas inclus dans les dépenses obligatoires. Ainsi, pour résoudre le problème, le député Irmar élu Antirabé a offert 500 litres de carburant. Plus de détails avec Radouman Zatouf et Anzar Razonaville. Selon les informations, il y a de l'argent dans les caisses de la commune d'Antirabé lors du transfert d'administration entre l'ancien maire qui s'est présenté à nouveau aux élections communales et le maire par intérim.
Mais ce dernier a affirmé que le problème au niveau du déblocage du budget nécessaire à l'assainissement de la ville est à l'origine des ordures qui s'entassent en Tirabé actuellement. D'après les informations, le PDS en Tirabé n'a pas le pouvoir d'approuver le déblocage du budget pour acheter du carburant pour les véhicules destinés au ramassage des ordures tel que défini par la loi. L'administration de la ville a ainsi lancé un appel pour la résolution de ce problème et parmi eux, le député Irmar, élu à Tirabé 1, qui a répondu en offrant 500 litres de carburant. Le député a également fait appel aux autorités. Il a déclaré que toutes les communes gérées par des PDS pourraient être confrontées à des problèmes similaires. Dans un tout autre sujet, des drapeaux rouges seront installés dès la semaine prochaine dans les zones à risque de glissement de terrain afin d'alerter la population face aux urgences et aux dangers en cette saison des pluies, selon le directeur général du BNGRC. Cette initiative sera menée conjointement avec la commune urbaine d'Antananarivo, le service des sapeurs-pompiers et le CPC. Routsrisel Rakout Melel sur les images de Yves Janel. Comme chaque année, durant la saison des pluies, les habitants des zones à risque, notamment ceux de Manzakamiadan, Andafiavarach, Ampamarinen, Ambuiputsi, Ankadelalan, Timialzafi et Ambanapamarinen, sont exposés à divers dangers tels que les glissements de terrain ou les effondrements de gros rochers. Afin de prévenir d'éventuelles catastrophes, les habitants de ces quartiers sont une fois de plus invités à quitter leur habitation. Dès la semaine prochaine, les autorités vont installer des drapeaux rouges dans les zones concernées pour alerter la population, selon le directeur général du BNGRC, le général Elak Ndjakadze. Selon les prévisions météorologiques, la région Atimondjefan sera particulièrement touchée par d'importantes précipitations durant cette saison. En outre, le nord du pays pourrait également être frappé par des cyclones. Le BNGRC, avec le soutien de ses partenaires, se prépare activement à ces éventualités, soutient le responsable. Le BNGRC exhorte également la population à faire preuve de vigilance, notamment ceux qui circulent sur les routes nationales en cette période. Le directeur général a rappelé qu'aujourd'hui même, un camion du PAM transportant des vivres s'est renversé sur la RN10. Hier, un autre accident impliquant un taxi-brousse a causé la mort de 9 personnes, selon les dernières informations reçues. Et la caravane médicale pour une santé de proximité a été dans le 3e arrondissement de la capitale aujourd'hui durant la 4e journée. Une action menée par l'association FITI de la première dame Mial Radzouilm en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS. La sensibilisation concernant la lutte contre les violences basées sur le genre se poursuit également parallèlement à cette action dans le cadre des 16 jours d'activisme. Plus de détails sur les images de Anzar Razanavelu. De nombreuses personnes sont venues profiter des services de santé offerts par la caravane médicale pour une santé de proximité aujourd'hui durant la 4e journée sur le terrain d'Antanmenabé Tsaramasei dans le 3e arrondissement. Nombreux sont les services de santé dont les habitants peuvent bénéficier lors de la caravane médicale, comme ces mères de famille qui sont venues pour une consultation oculaire. Pour Tina, cela fait un bon moment qu'elle devrait faire un contrôle, mais par manque de moyens, elle n'a pas pu le faire et elle a donc profité de cette caravane médicale du fait que c'est gratuit, selon ses dires. D'après son témoignage également, le coût élevé de consultation et des lunettes auprès des ophtalmologues est également la raison pour laquelle elle est venue ici. Par ailleurs, il existe également de nombreux services de santé dont les habitants peuvent profiter lors de cet événement, tels que le diagnostic de la malnutrition chez les enfants, les vaccinations, les dépistages du VIH, le planning familial et autres. En outre, il existe également les conseils et les différents services de santé. À noter que la consultation, la distribution de médicaments et les interventions effectuées durant cette caravane médicale sont entièrement gratuites. La sensibilisation sur la lutte contre les violences basée sur le genre se poursuit également parallèlement à cette caravane médicale dans le cadre des 16 jours d'activisme. Demain, pour la 5e journée, ce sera le tour du 6e arrondissement. La caravane médicale aura lieu sur le terrain de basket à Mbouimanar.
Une action menée par l'association FITI, dirigée par la première dame, Mialra Dzoueln, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS. La nouvelle stratégie de lutte contre la corruption ou SNLCC sera présentée au grand public au début de l'année 2025 suite à des concertations régionales et thématiques qui ont eu lieu en septembre pour l'identification des actions prioritaires à mettre en œuvre. La stratégie de lutte contre la corruption sera améliorée afin que les citoyens puissent bénéficier des avantages et développer ainsi le pays, ont indiqué les responsables. Plus de détails avec Anne Martina. Plus de 1000 participants, issus des secteurs publics, privés et des partenaires techniques et financiers, ont contribué à l'élaboration du plan national de lutte contre la corruption. Des consultations régionales dans les 6 provinces et des ateliers thématiques ont permis de dresser un bilan exhaustif de cette SNLCC et de définir de nouvelles priorités adaptées aux réalités dans le pays. La nouvelle stratégie s'appuiera sur des consultations pour mettre en place des mesures concrètes et participatives avec l'ambition de renforcer l'engagement collectif contre la corruption. Un atelier national s'est tenu ce 28 novembre à Ivat, réunissant les principaux acteurs pour approuver les propositions et priorités de cette stratégie avant son adoption officielle début 2025. Et les gendarmes du G6 et les éléments du CPC de l'armée malgache ainsi que les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarive ont procédé à la pratique après la formation sur la sécurité au niveau du transport par câble ou téléphérique aujourd'hui. Une formation pratique qui se base sur les mêmes principes de sauvetage, même si chaque entité a sa spécificité selon les explications. Aujourd'hui, 12 éléments des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers ont procédé à la formation pratique. La formation sur la sécurité suivie par les gendarmes du G6, les militaires du corps de protection civile et les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarive se base sur le sauvetage et l'évacuation d'urgence pour l'opérationnalisation du transport par câble ou téléphérique. Plusieurs étapes sont à passer durant cette formation pour que l'exploitation de ce transport par câble réponde aux normes internationales. Ainsi, aujourd'hui, les éléments des forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont procédé à la mise en pratique de la formation. Selon les normes internationales, au moins 43 éléments des forces de l'ordre et sapeurs-pompiers doivent maîtriser leurs normes de sécurité au niveau du TPC. Parmi les 12 bénéficiaires de la formation, certains seront des formateurs, selon les explications. Le principe de la formation reste le même, il s'agit de sauvetage et d'intervention en cas d'urgence ou de panne. Néanmoins, chaque corps a son rôle spécifique selon leur groupement. Si les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers maîtrisent déjà les techniques de sauvetage et d'évacuation, il leur reste à maîtriser les matériels qui sont nouveaux pour eux, affirment ces éléments des forces de l'ordre et sapeurs-pompiers. La formation d'évacuation verticale figure parmi les 17 normes à respecter dans l'exploitation du téléphérique. Un des forces de l'ordre assure les usagers qu'il n'y a aucun risque dans ce genre de transport car toutes les normes de sécurité sont respectées. Il est à rappeler que les formateurs sont des formateurs internationaux fournis par l'entreprise Poma. Place maintenant aux actualités internationales destination Ukraine. L'Ukraine a annoncé vendredi avoir été visée par 132 drones russes pendant la nuit. Une attaque qui a fait au moins un mort et 8 blessés au lendemain de frappes massives ayant visé les infrastructures énergétiques du pays. Plus de détails sur l'image de France 24. Les stigmates de la frappe sont bien visibles. Ce centre médical de Kiev a été ciblé par un drone russe dans la nuit de jeudi à vendredi. Les dégâts restent contenus, mais le gardien a été blessé. C'est l'une des nombreuses frappes subies par l'Ukraine ces dernières heures. 132 drones ont attaqué le pays selon l'armée de l'air, 88 ont été interceptés. Kharkiv, Kherson et Odessa ont aussi été ciblés. Parmi les lieux stratégiques visés par les Russes, on trouve les sites énergétiques. Cette centrale thermique ukrainienne a été ciblée plusieurs fois en peu de temps. Nous sommes revenus 6 mois en arrière. La dernière attaque a peut-être causé un peu moins de dégâts, mais nous ne nous sommes toujours pas remis des attaques contre d'autres blocs et nous ne les avons pas encore relancées. Nous les redémarrerons probablement dans un an. Malgré la crainte de nouvelles frappes, les employés tiennent bon pour éviter l'arrêt total de la centrale.
Qui le fera si ce n'est pas nous? J'ai aussi de la famille qui m'attend à la maison. Mais si nous partons tous et que l'équipement tombe en panne, la responsabilité sera sur nos épaules. Toute la ville sera privée d'électricité et de chauffage. C'est déjà le cas d'ailleurs. Quelqu'un au front risque aussi sa vie. Et nous sommes ici. Nous avons notre propre ligne de front énergétique. En réponse aux frappes sur son territoire, l'Ukraine a visé un dépôt pétrolier dans la région de Rostov en Russie, un site qui fournit l'armée russe. On le voit ici en flammes. Le gouverneur de la région parle d'une attaque massive de drones dont 30 auraient été détruits. Pendant ce temps, la Russie continue son rapprochement avec la Corée du Nord. Le ministre de la Défense russe est en ce moment à Pyongyang, peut-être pour renforcer les liens militaires entre les deux pays, alors que des soldats nord-coréens sont présents en Russie. Mais avant même de l'annonce du retrait des troupes françaises du Tchad et du Sénégal, un rapport remis cette semaine à Emmanuel Macron recommandait une réduction significative de la présence militaire française en Afrique, la limitant à quelques centaines de soldats. Cette réorganisation fait suite au départ forcé du Mali et du Burkina Faso en 2022, puis du Niger en 2023, tout dicté par la pression de coups d'État successifs. France 24. 2 février 2013. Pour François Hollande, cette journée a le goût de la victoire. Après avoir répondu favorablement à l'appel au secours du président malien Traoré, les troupes françaises sont accueillies en triomphe à Tombouctou. Le 1er août 2014, la France annonce la création de la force Barkhane. Ses objectifs, lutter contre les groupes terroristes et aider les armées locales à se structurer. L'opération s'organise autour de 4 bases principales: N'Djamena au Tchad, Niamey au Niger, Gao au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso. Au plus fort de l'opération, le contingent français atteint 5100 soldats, mais la force ne permet ni d'endiguer l'insécurité toujours croissante, ni de renforcer significativement les armées locales. En 2022, après les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, Paris met fin à Barkhane pour se redéployer au Niger. Mais dans ce pays aussi, une junte militaire prend le pouvoir et rejette la présence militaire française. Aujourd'hui, l'heure est à la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. À la manœuvre, le président Emmanuel Macron, conseillé par son envoyé spécial sur le continent, Jean-Marie Bockel. Lundi, ce dernier a remis un rapport à l'Elysée préconisant une forte réduction des effectifs. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad n'abriteraient plus que 100 à 300 militaires chacun. Seule la base de Djibouti conserverait ses quelques 1500 soldats. Des projets qui semblent remis en cause par les récentes déclarations du Sénégal et du Tchad. Jeudi, Dakar a déclaré que la France allait devoir fermer ses bases dans le pays, tandis que N'Djamena a rompu l'accord de coopération de défense avec Paris. Et la police géorgienne a eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau dans la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de disperser des manifestants qui protestaient contre la décision du gouvernement de retarder à 2028 les négociations pour intégrer l'Union européenne. France 24. Des milliers de manifestants face à un cordon de policiers qui n'hésitent pas à user de canons à eau, mais également de gaz lacrymogène. Dans les rues de Tbilissi, la tension est une nouvelle fois montée d'un cran avec des protestataires arrêtés par les forces de l'ordre. Tout au long de la soirée, des barricades ont été érigées par ces manifestants venus, drapeau de l'Union européenne à la main, crier leur inquiétude. Tous craignent de voir leur pays tourner le dos à Bruxelles pour se rapprocher de Moscou. Ils vont à l'encontre de la volonté du peuple géorgien et veulent nous ramener vers l'URSS. Mais ça n'arrivera jamais. Le peuple géorgien ne se laissera pas faire. En cause, la décision du gouvernement de retarder à au moins 2028 les négociations pour intégrer l'Union européenne. Une réponse, selon le Premier ministre géorgien, à la résolution adoptée jeudi par le Parlement européen, rejetant le résultat des élections législatives et appelant à un nouveau vote d'ici un an. Depuis le résultat du scrutin fin octobre, le pays est en crise avec des accusations d'ingérence russe, émises notamment par la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili. Aujourd'hui, cette autorité inexistante et illégitime a déclaré non pas la paix, mais la guerre à son propre peuple, à son passé
et à son avenir. La présidente géorgienne a qualifié le nouveau Parlement d'inconstitutionnel. Salomé Zourabichvili espère que la Cour constitutionnelle annulera les résultats des législatives, même si sa demande a peu de chances d'aboutir. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.